de Guity qui interroge un petit peu voilà, les intervenants sur quelles pratiques des producteurs pourraient être améliorées du point de vue des transporteurs. Bonjour tout le monde. C'était juste, en fait, elle m'est venue à la fin de l'intervention de Gérard en tant que, donc moi, ce qui m'intéresse, je suis pas du tout productrice pour ceux qui me connaissent pas, je travaille pour Vivea, donc ce qui m'intéresse, c'est les compétences des agriculteurs et comment on peut les accompagner. Du coup, je me disais, en tant que transporteur, cette question s'adresse à tout le monde, à tous les transporteurs qui ont pris la parole, du coup, qu'est-ce que vous attendez des producteurs qu'aujourd'hui ils ne font pas? Est-ce qu'ils pourraient améliorer leurs pratiques qui vous faciliteraient la vie à vous, transporteurs? Oui, Gérard, je veux bien répondre. Oui, donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même un gros travail à faire auprès des producteurs parce que on s'aperçoit qu'il y a quand même des emballages. Des fois, c'est le carton de récupération qui sert pour mettre des produits ou des cagettes de réutilisation. Donc, quand on met des bouteilles de lait dedans ou du verre, ça reste assez fragile. Et donc, d'avoir un peu uniformisé des emballages réutilisables et empilables, ça serait bien d'aller vers disons, une orientation dans ce sens-là, pas forcément uniforme entre tous les producteurs, parce que des fois, différencier d'un producteur à l'autre, c'est bien, ça évite toujours les erreurs ou des changements ou quoi que ce soit, d'avoir un peu des emballages différents. Mais disons, des emballages qui contiennent bien les produits, qui sont réutilisables, qu'il n'y a pas de risque de se prendre un bout de bois dans le doigt ou casser au milieu de la rue, quoi. Disons que voilà, c'est quand même assez léger des fois au niveau des emballages, des supports des producteurs, quoi. Moi, je reviendrai plutôt sur la partie un peu comme ce qu'on a dit avec le Jicou, finalement, que il faut vraiment, je pense que les producteurs essaient de considérer justement le gain à sous-traiter dans un système performant, finalement, le transport, même si c'est des coûts qui ont l'air plus élevés directement, il y a vraiment un enjeu d'intérêt indirect, que ce soit un intérêt financier ou écologique, de passer justement par des systèmes spécialisés dans le transport de produits. Et du coup, en fait, là, je suis un peu le relais finalement de toutes les études qui ont pu être menées par différents instituts et par des experts, hein. Mais je pense qu'en effet, c'est un des enjeux très très importants sur l'évolution des circuits de proximité, c'est de savoir en fait en quelque sorte reprofessionnaliser cette logistique, recréer de la performance logistique sur ce nouveau système. Moi, je rajouterais que nos clients utilisent systématiquement des supports qui sont neufs ou à réutiliser. Je pense au pain où c'est plutôt des bannettes en plastique de, je sais pas, 80 cm sur 40 sur 20 à peu près, qui s'empilent et qui sont réutilisables aussi bien que des cartons pour tout ce qui est vin et spiritueux ou des cartons vraiment sur mesure pour le coup pour tout ce qui est pâtisserie. Les fruits et légumes, c'est des cagettes. Et voilà, ça s'empile aussi, c'est très bien, c'est écologique. Il faut vraiment, en effet, qu'on puisse prendre en charge un produit qui soit dans un emballage qui permette le transport. Sinon, on aura forcément des soucis. On peut réemballer, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut même stocker. Je ne l'avais pas précisé. Mais il est clair qu'on ne partira pas en livraison avec un sachet de fruits et légumes qui serait abîmé par un transport avec d'autres colis. Donc, on serait obligé de réemballer dans ce cas-là. Une question un petit peu sur quelle est un petit peu la tendance sur cette activité, voilà, qui un petit peu pour chacun des intervenants. Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de producteurs qui vous sollicitent? Et puis une question, qu'est-ce qui finalement déclenche, qu'est-ce qui motive le fait de confier la livraison pour les producteurs? À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce passage à l'acte? Sur quoi est-ce que finalement ça se joue, de confier cette mission de livraison à des prestataires? Oui, disons que moi je pense que souvent les premières livraisons qui se font, c'est souvent par rapport à un problème de temps ou un client qui est excentré par rapport déjà à une tournée. Donc la première démarche se fait souvent par ce biais-là, quoi. Après, moi je fais pas forcément de prospection parce que bon, j'ai déjà ma base d'activité, mais disons que oui, c'est souvent pour des clients nouveaux que je suis sollicité, me demander le prix, si c'est une zone livrable et tout.
Voilà, mais c'est souvent un développement d'activité, je pense. Du coup, le chemin des murs, notre côté, en fait, nous, on reçoit un très, très bon, une très bonne réception de la part des producteurs, des acteurs d'alimentation, parce que, en fait, il y a beaucoup, aujourd'hui, de producteurs qui se rendent compte, qui font des livraisons, à 40% de véhicules remplis avec leur propre véhicule, et qu'il y a vraiment, un manque à gagner, en quelque sorte, à ce niveau-là, et qu'il y a vraiment obligé d'optimiser un peu, ces livraisons. Et c'est aussi, en effet, je reçois Gérard sur le fait que parfois c'est le temps de nouveaux débouchés commerciaux qui sont pas aujourd'hui, qui sont pas réalisables par les producteurs eux-mêmes, qui peuvent inciter à confier la livraison à un tiers à ce moment-là, pour essayer de répondre à une nouvelle sollicitation commerciale. Par contre, du coup, ce qui se passe, c'est que au-delà de cet attrait, de cette volonté, il ne faut pas sous-estimer en effet la latence qu'on peut observer aussi chez les agriculteurs, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'utiliser de nouveaux outils, de changer les pratiques, c'est en effet quelque chose qui se fait lentement et ça peut être un frein. Et du coup, c'est là où ça demande en effet pour nous des accompagnements des différents acteurs de l'écosystème pour mettre en place les pratiques et les accompagner au mieux dans les bonnes échelles de temps. Peut-être il y a une question aussi là sur le chat qui est de savoir est-ce que l'outil est opérationnel et utilisé actuellement? Alors, le co-transport, donc la première approche de mutualisation qui se sert du coup des véhicules des producteurs, est opérationnelle et utilisée donc en Hérault et dans la Somme. On commence à voir, on a commencé à animer justement le territoire en novembre avec quelques acteurs du territoire pour construire une communauté de producteurs et on commence à voir les premières mutualisations ce mois-ci. Du coup, ça avance. Mais justement, en fait, là où la limite qu'on voit, c'est en effet, c'est très dépendant finalement de la capacité d'investissement de temps de nos utilisateurs. C'est-à-dire que c'est un peu un changement de pratique. Il y a un petit apprentissage d'un outil à faire. Et du coup, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur l'ergonomie, la facilité d'utilisation de l'outil. Mais voilà, n'empêche que il y a l'enjeu de créer cette communauté, mais voilà, il y a des gens qui arrivent. Et je crois que c'est peut-être pour moi aussi, est-ce qu'il y a un engagement ou one shot? Et ben en fait, pour le service de co-transport, c'est du one shot, c'est-à-dire que c'est en fait notre service, c'est vraiment à la mutualisation. Donc il n'y a aucun frein à l'inscription sur la plateforme, le chemin des murs, l'application, et il n'y a aucun frein à essayer de mutualiser sa livraison. C'est qu'au moment où c'est mutualisé et qu'il y a un vrai gain économique, nous qu'on prend des frais de service. Pour l'aspect bus l'infrastructure de transport en commun, comme je l'appelle, notre proposition qui se baserait sur vraiment des sortes de lignes de bus de produits locaux accessibles à n'importe quel acteur du territoire. Ça, c'est quelque chose qui demande l'implication forcément d'une collectivité, d'un collectif, et c'est quelque chose du coup qui n'est pas encore en place et qu'on veut mettre en place le plus rapidement possible sur un projet avec un territoire. Et il y a une autre question, peut-être j'en profite, comment accompagnez-vous les producteurs et les autres acteurs? Alors, nous, on accompagne les producteurs. En fait, on essaie d'être le plus présent possible, tout simplement en termes de support et d'accompagnement auprès de nos utilisateurs et des personnes intéressées par notre outil. Et les acteurs aussi, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer comment ça fonctionne, on va donner des supports de communication pour qu'ils puissent diffuser. Néanmoins, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment, en termes d'accompagnement, l'accompagnement finalement des acteurs proches des producteurs, c'est le meilleur accompagnement possible. C'est-à-dire que quand c'est une chambre d'agriculture qui prend le problème en main, ou quand c'est vraiment un responsable d'un groupement de producteurs ou d'une association qui prend le problème en main, on voit tout de suite qu'il y a une bien plus grande performance finalement dans la mise en place de la communauté. Donc c'est pour ça que pour nous c'est extrêmement important de travailler avec les territoires, les acteurs du territoire et d'avoir en fait une réelle implication de leur part. Ouais, j'ai juste rajouté que nos clients en fait sont essentiellement pas transporteurs en fait et ont toujours fait appel à des transporteurs professionnels pour distribuer leurs produits, aussi bien une fois plus en B2B qu'en B2C, c'est-à-dire vers les boutiques, cafés, hôtels, restaurants que vers les particuliers. D'autres, certains avaient encore récemment une camionnette qu'ils utilisaient 1 heure par jour et ils se sont dit voilà, ça vaut pas le coup en effet même si la camionnette est amortie de continuer à livrer nous-mêmes. Et on préfère aller vers la flexibilité. Dans tous les cas, pour revenir au one shot ou pas, nous on a des clients qui font appel à nous régulièrement. Alors c'est pas forcément tous les jours, mais c'est plusieurs fois par semaine. Donc on est plutôt sur des partenariats de long terme avec nos clients. D'ailleurs, une fois qu'ils ont goûté à la livraison gants blancs à prix serré et green, aussi bien leurs clients eux-mêmes qu'eux-mêmes préfèrent passer par nous que par d'autres.
Une question par rapport à la présentation qu'a fait Élodie au tout début de l'atelier. Est-ce que la mise en place de la ZFE, alors c'est peut-être encore un peu trop récent pour qu'on voit vraiment l'impact, mais est-ce que du coup ça a eu un impact pour votre activité, en se disant que peut-être il y a une partie aujourd'hui des producteurs qui livraient sur la métropole, qui finalement n'y ont plus accès parce que les véhicules sont plus tolérés sur cette zone, sauf, alors effectivement il y a encore des dérogations qui sont encore possibles, mais est-ce que ça a eu un impact, ou en tout cas est-ce que vous avez des contacts en lien avec la mise en place de cette ZFE? En fait, nous, c'est très simple. Je vous prenais l'exemple de Toulouse tout à l'heure, où à partir de 11h du matin, vous ne pouvez plus livrer des véhicules qui ne sont pas au gaz naturel, électrique ou au colza. On pense aussi au JO de 2024, où Paris va forcément y passer aussi. Vous et Bordeaux et Marseille aussi dans cette direction-là. Par exemple, la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, on y livre en véhicule thermique et électrique, c'est jusqu'à 30 km/h. Il est électrique, il ne fait pas de bruit. Parce que au-delà de la pollution, c'est aussi le bruit pour les voisins, pour les personnes qui habitent dans la rue, et on livre à partir de 5h du matin grâce à ça. Entre 5h et 7h, on est les seuls à pouvoir livrer la rue Sainte-Catherine. Donc, en fait, depuis 2011, on a pris ce tournant en fait de la livraison responsable. En fait, c'est pas forcément green, mais c'est aussi responsable, avec des CDI, des personnes en uniforme qui sont polis, qui arrivent avec des véhicules qui sont non bruyants et qui sont non polluants. Maintenant que les politiques prennent ce virage-là, ou que le monde se soit rendu compte qu'on va vers la catastrophe si on n'y va pas, pour nous, c'est pas forcément une surprise. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est installé partout en France sur des sites qui sont alimentés par des véhicules qui sont green, déjà de base. Donc, on se pose même pas la question. Urbi peut se la poser parce qu'ils ne sont pas à 100% green. Loin s'en faut, notamment sur Marseille et Toulouse, où je suis régulièrement et où ils sont nos voisins. Donc, il faut qu'à terme, que tous les transporteurs, quels qu'ils soient, passent à ces véhicules-là. On le voit bien, nous, en tant que particuliers d'ailleurs, qui avons des véhicules encore à l'essence ou au gazole, alors que finalement, de plus en plus, nos voisins se mettent à l'électrique, ou au moins aux véhicules hybrides. Une question pour laquelle Guity interpellait un petit peu les producteurs qui assistent à nos échanges. De quoi est-ce que vous avez besoin pour faire vos choix finalement, et répondre et trouver une solution qui réponde à vos problèmes de logistique? Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole? Ou quelles idées ça vous donne, vous qui êtes là et qui vous posez des questions, voilà, est-ce que les échanges vous donnent des idées, et du coup, comment est-ce que ça suffit, ou ce serait comment aller plus loin pour vous donner les moyens de prendre vos décisions? Du coup, je voulais juste faire un petit complément là sur les leviers et un peu les moyens à disposition des paysans et des paysannes pour réfléchir à leur logistique. Moi, je l'ai juste à peine abordé. C'est les plateformes de producteurs qui permettent quand même d'intervenir sur de nombreux points de la logistique, où il y avait un joli schéma là qui les récapitulait tous là au début de l'intervention de Nicolas. Voilà, nous, en passant par une plateforme de producteurs, on gère qu'une seule facture. Les prises de commande, on n'a qu'un seul interlocuteur, on n'a qu'une seule commande qui nous est livrée, enfin qui nous est envoyée toutes les semaines. Qu'un seul point de livraison. Voilà, ça simplifie quand même grandement les choses, et c'est des moyens qui appartiennent aux producteurs, et où les producteurs ont la possibilité de s'investir et de s'investir pour y amener leur vision ou leur réflexion. Et pour citer que celle du coin, il y a BioApro sur la région, vers Lyon, à Brignais. Et nous, on travaille aussi avec de la ferme au quartier. Alors après, nous, on a aussi un produit qui se prête beaucoup à la restauration collective, où au départ, les plateformes de producteurs, notamment celle de BioApro, fonctionnaient beaucoup avec de la restauration collective. Mais voilà, aujourd'hui, elles tendent à élargir un peu leur gamme de clients. Donc ça peut être de bonnes solutions pour réfléchir à ces coûts logistiques et à ces choix de metteurs en marché. Bonjour Nicolas, pour la brasserie La Soyeuse. Ma demande, elle est un petit peu transversale. Enfin, mon questionnement, on va dire que de par la nature, nous, de notre produit, donc très lourd,
C'est vraiment une problématique de poids. Donc on est grosso modo en moyenne à 2,5 tonnes par semaine à sortir. On pense pas que la gestion logistique de nos livraisons au client final est possible en termes de coûts. C'est vrai que ça prend énormément de place et énormément de poids, et que du coup les contraintes tarifaires qu'on a un petit peu regardées, alors les professionnels autour peuvent me détromper si je dis des bêtises, mais nous semblent vraiment hors de possibilité. En revanche, nous, on a une autre problématique un peu transversale, comme je disais, qui est le stockage. Alors, c'est logistique, c'est pas trop la livraison, mais c'est le stockage de notre malt, en fait, qui nous prend une place considérable à la brasserie. Et je me demandais si les experts, les professionnels de la logistique locaux ont des systèmes de supply chain, d'entrepôt un petit peu pour réceptionner typiquement une grosse commande. Nous, on fait une commande on fait revenir nos céréales maltées une fois par an. On reçoit 30 palettes, et quand on les reçoit, la brasserie dégueule pendant 2-3 mois où on sait plus où mettre tout. Et du coup, nous, on a cette problématique. Et du coup, l'idée, ce serait de savoir si quelqu'un avait une solution d'entreposage, d'externalisation en fait de nos palettes de malt, pour ensuite organiser 2-3 fois par an un rapatriement à coût de 10 palettes qui nous permettrait nous de gérer ces flux qui en fait nous arrivent d'un coup et nous surchargent énormément. Je vais commencer. On a 210 000 mètres carrés d'entrepôt, mais malheureusement pas en région lyonnaise, et notre agence lyonnaise pourrait accueillir les 30 palettes. Mais c'est pas sa vocation première. Mais ceci, on est en plein déménagement. On imagine peut-être avoir à côté, en fait, une autre agence transport. Donc le mieux, c'est que Elodie nous mette en relation si d'aventure on avait de la place pour ces 30 palettes dans un futur proche. Et par rapport à la question du poids, parce que vous faites beaucoup de transport de vin, vous nous avez dit, est-ce que par exemple sur de la bière, c'est des choses qui sont un problème pour vous? Non, c'est pas un problème. Évidemment, c'est pas les mêmes prix. On n'est pas sur 8 ou 12 ou 25 euros la livraison, on est sur plus. Mais là aussi, là pour le coup, on peut vraiment ouvrir. On livre des palettes complètes de champagne, vin et spiritueux à des brasseries parisiennes, lyonnaises, et dans les stations de ski, etc. Ce sont bien des palettes complètes de Ruina, par exemple, qui doivent bien faire dans les, j'ai plus les poids en tête, mais on est sur les poids qui ont été annoncés là. Voilà. Le mieux, c'est que Elodie nous mette en relation, et je pourrais envoyer une grille spécifique pour la livraison des bières sur la France ou sur la région lyonnaise. C'est vrai que nous, la problématique qu'on a, c'est comme tous les collègues producteurs, c'est plutôt 10 ou 20 ou 30 clients à coût de 6 ou 7 cartons, mais toutes les semaines, quoi. Donc, puisque c'est tous des toutes petites structures qui n'ont pas d'espace de stockage, qui n'ont pas d'entrepôt décentralisé, etc. Donc, on est vraiment on est réellement sur de l'ultra local. On livre pas à plus de 60 km, puisque du coup, on fait tout nous. Et on n'a pas cette capacité, je dirais, de dire, allez, une fois par semaine ou une fois par mois, on balance 4 palettes et en avant, quoi. En tout cas d'un point de vue coût, pour faire ce détail de livraison de toute mini livraison à une multitude de clients finaux. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas. On s'est rendu compte que les coûts étaient pour ce produit, hein, c'est typique à nos cartons de bière, étaient pas jouables, en fait. C'était absolument impossible. Je sais pas. Une fois plus, si vous m'envoyez un historique de vos livraisons, on pourra vous coûter ce que ça pourrait coûter. On livre tout le Rhône-Alpes pour Pernod Ricard, pour Ruinart, pour Vancouver Pommery, pour d'autres marques. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit sur des prix différents. Après, s'ils passent pas sur le prix du produit, ça, je peux le comprendre. Mais je suis prêt à essayer. Très bien. Mais merci pour le retour. J'ai pris de toute façon les contacts. Faudra pas. J'hésiterai pas à vous solliciter.